Évidemment, on avait dit qu'ils étaient des jeunes. Je ne suis pas si jeune que ça. J'ai 60 ans bien compris. Je suis dans Tsenge Tsenge, je suis actuellement le fondateur de la Congolaise de biotechnologie. C'est une start-up qui est spécialisée dans les produits et services biotechnologiques et on a commencé avec la production des champignons. Actuellement, quasiment tout le monde peut produire les champignons chez lui. C'est-à-dire, nous avons popularisé la production des champignons. Alors, on parle de la pauvreté, de la lutte contre la misère. J'étais content d'entendre l'honorable Sylvestre Osiala au dernier moment parler de l'importance de l'entreprise et surtout le père Christian d'insister sur la création des richesses par les entreprises, parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse. Alors, moi, je ne suis pas en situation de vulnérabilité. Je suis même un privilégié. Je me considère véritablement comme un privilégié parce que j'ai une bonne formation, une excellente formation. Et ça, c'est un atout majeur. Mais au niveau de la création entrepreneuriale, là, quasiment, les entreprises que j'ai créées sont souvent en situation de précarité. Elles sont créatrices de richesse, mais elles sont souvent en situation de précarité. Tenez, 2012, nous recevons une commande. J'étais alors directeur de la société Challenge Futura, spécialisée en construction mécanique. Et nous recevons la commande de PDRP, un projet qui est financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Congo, pour des bateaux hors bord. On fait 6 bateaux hors bord à propulsion hors bord. Et nous faisons le premier de ces bateaux avec succès. Et là, nous avions les 5 autres à faire. Et nous nous adressons aux banques pour pouvoir financer nos opérations, parce qu'on avait besoin d'acheter des moteurs hors bord à l'extérieur, la ferraille ici, et voilà que là, malgré le fait que nous avons réussi brillamment la réalisation du premier bateau, donc il n'y avait pas de risque technologique, le risque technologique était écarté, eh bien, aucune banque n'a accepté de financer. Pourtant, on avait un client solvable, pas de risque technologique, on savait faire notre métier puisqu'on a construit le premier bateau. Et là, pas de financement. Parce que vous êtes petit, vous offrez pas de garantie, on n'avait pas d'hypothèque, on n'avait pas de maison à donner, ainsi de suite. Exclusion. Exclusion. Et bien comment on a fait? On a été obligé de recourir à quelques amis, prêter de l'argent, qui 2 millions, qui 5 millions, qui 10 millions, parce qu'il y avait, pour acheter les moteurs, il fallait à peu près 30 millions. Et c'était toujours pas assez. On a dit recourir à des emprunts auprès des usuriers. Vous savez, c'est très dur, on était une entreprise. On était obligé d'aller jusque-là. Voilà comment nous avons contrôlé la chose. On n'a rien gagné. On aurait pu gagner de l'argent, mais cette opération était blanche. Exclusion. Fort de cette expérience de la production des bateaux, on décide d'écrire au gouvernement. Décidant d'écrire au gouvernement, je dis voilà, nous sommes capables de faire ça, donc nous pouvons fabriquer des bateaux, des petits hors-bord pour la défense nationale, pour la police. J'ai même rencontré le directeur général de la police. Nous avons écrit à la douane, au ministère de la Sécurité, ainsi de suite. Et vous savez, seul le ministre de la Défense nous a répondu. En fait, les gens ne prennent même pas la peine de vous répondre. Même pas. Seul lui nous répond, j'étais élégant, mais rien. Personne ne décide de se dire qu'on va... Exclusion, pour nous. Exclusion. Comment voulez-vous qu'on grandisse? Les autres, c'est ce qu'ils font. Quand vous avez une capacité nationale, vous leur donnez des marchés, bien sûr, pour qu'ils réussissent et qu'ils puissent recruter d'autres personnes et grandir. Un an après, un projet qui s'appelle, je crois, PDFE, du ministère de l'économie forestière, nous envoie un courrier pour dire, ah oui, on a vu que, recommandé par le PDRP, parce qu'ils cherchaient à livrer qu'on leur fabrique des bateaux, et ils demandent des bateaux en aluminium.
ok, nous pouvons le faire pour ce projet. Ah oui, mais vous êtes petit, Ben, nous, ce qu'on préfère finalement, c'est que vous achetez les bateaux pour nous, et, parce que nous ne sommes pas prêts à attendre, vous achetez les bateaux pour nous, et ensuite vous ferez la maintenance. Nous, les producteurs, on peut produire les bateaux. Exclusion, ça n'a pas marché tout simplement parce que nous, on n'a pas accepté de ne pas faire notre métier de producteur. Tout simplement. Exclu. Retour en 1983. Je finis mes études en France. Doté d'un des meilleurs parchemins, d'un des plus prestigieux parchemins français. Mais un des meilleurs diplômes français. Je rentre au Congo pour faire du développement. Je décide véritablement de venir faire du développement. J'arrive. J'ai 26 ans. Je commence par faire, je décide de ne pas rentrer dans la fonction publique, mais je décide de faire de la conception. Les premiers fours à charbon pour faire la biscuiterie, c'est moi qui les ai commencés. 1983. Je mets au point le premier. Je fabrique des biscuits. Et je me dis, mais comme j'ai déjà un produit, je sais faire, c'est facile maintenant. Mais non. Je vais faire le tour de certaines banques, y compris la Banque centrale. À la limite, les gens me regardaient avec... J'avais mes biscuits, hein, mes biscuits, que je promenais avec un biscuit. Et me regardaient avec des gros yeux. Mais personne pour vous dire comment on fait pour soutenir ce jeune. J'étais vraiment un vrai jeune aujourd'hui, pas du tout comparé aux autres. J'étais vraiment un vrai jeune. Personne n'a... Comment on soutient ce jeune qui a une telle initiative dynamique, qui décide de faire ce que j'avais fait? Personne. Et je ne pouvais pas continuer comme ça, j'ai dû chercher du travail, occuper dans le pétrole, et je commence la recherche et développement, exclusion donc, encore une fois. Je commence la recherche et développement sur un sécheur électrique. C'est sur ce produit que la plupart des gens me connaissent, qu'on a commencé à me connaître. Sécheur de poissons salés, parce qu'il y avait un problème de développement important. Je rentre au Congo, je me rends compte qu'on sèche encore du poisson salé au soleil. Grande bataille contre les mouches, contre la poussière. Je suis ingénieur, je peux régler ce problème. J'ai commencé donc à faire un travail de recherche et développement qui a pris 3 ans à peu près. Et j'invente, puisque j'ai pu déposer le brevet pour ça, j'invente mon premier sécheur électrique à peu près les années 90. Alors là, je me dis, ça y est, toutes les portes vont s'ouvrir. Eh bien non. Avec mon projet d'invention, j'ai rencontré en 1990 tous les plus grands hommes d'affaires du Congo du moment. Otombongo, Kapula Kadi, Ozali, qui je n'ai pas vu. Avec mon brevet, parce que je pensais que c'était comme en France, tout naïf que j'étais, que si tu l'as inventé, tu peux venir présenter ton projet à des gens qui vont valoriser. Mais non, exclusion. Exclusion. On me regarde tout avec des gros yeux, je ne sais pas où m'adresser. Et puis finalement, qu'est-ce que je fais? Je décide de commencer à fabriquer le premier sécheur moi-même. Je fabrique et je fais ma démonstration publique. Il y a certaines personnes qui m'ont vu. J'avais alors à peu près 32 ans, ici, au Christella, en train de faire la démonstration publique du séchage de poissons. J'ai pris mon sécheur, c'était un pouce-pouce, j'ai fait tous les centres, tous les points de rupture de trafic, depuis Mikalou jusqu'à la frontière en passant par Total ici, avec mon sécheur, en train de faire la démonstration publique, la chose pour que les gens voient comment ça sèche, ils voyaient comment ça séchait, le poisson salé, le foufou, le fumbu, ainsi de suite et tout. Spectaculaire, mais c'était coupé, cloué. Sur plus de 10 000 visiteurs qu'on avait eu, il y en avait que 2 qui m'ont dit « Monsieur, si vous travaillez un peu la finition, peut-être que les gens vont acheter. » Il n'y avait que 2. Et c'est vrai, 1 an plus tard, c'était toujours fait en bois, on a travaillé la finition, c'était un produit, on a eu nos premières commandes. Mes premières commandes parce que j'étais artisan. Et de là, j'ai commencé à fabriquer les sécheurs, ainsi de suite. Et le père Christian, qui commençait avec le forum, c'est à ce moment-là qu'il me découvre d'ailleurs. Il me demande de tenter de sécher du sang de bœuf, des épices, avec ce sécheur et tout. Puis, il me demande de fabriquer, pourquoi pas un broyeur mélangeur. Voilà, des opportunités qui ont permis que les gens voient,
je dirais ma capacité de frappe en termes de conception, en termes également de fabrication des équipements. Et ainsi, tout ça, ça se passe avant la guerre de 1997. Donc, je travaille alors comme artisan. Mais toujours, 7 minutes déjà. Oh. Bon, je vais accélérer. 7 minutes, je vais aller plus vite. Après la guerre, donc, je décide de créer la société Challenge Futura, spécialisée en construction mécanique. Et là, j'investis tous les travaux, je fais des travaux de recherche et développement pour mettre au point des prototypes. Ça a un succès énorme. Tout le monde voit ces prototypes, c'est énorme. Les démonstrations publiques qu'on fait, toutes les grandes agences des Nations Unies qui venaient à l'époque, juste après la guerre, on leur faisait visiter notre site du plateau des 15 ans. Et là, pouf, juste 3 mois après notre sortie officielle de présentation de nos prototypes, on vient faire un déguerpissement public. Comme si c'était un vulgaire débit de poisson. On avait occupé le domaine public avec des papiers, on payait des taxes, pour faire un showroom qui était relativement futuriste. Donc effectivement, ça attirait l'œil. Et en moins de 30 minutes, ils ont tout cassé. Cassé, comme un vulgaire débit de poisson. Je vous assure, c'était plusieurs années d'investissement. Et nous avons mis plus d'1 an et demi à nous relever. Je voudrais dire la chose suivante, qui est très importante. Juste en 2014, avant 2014, il y a le passage du ministre Hortefeux qui visite Challenge Futura et qui fait en sorte de nous ouvrir certaines portes de certaines banques dans la Mucolec. Et là, nous qui n'avons pas accès au crédit, ça veut dire que c'est possible, vous les politiques. Si un politique français a pu le faire, pour nous, c'est que vous pouvez le faire, pour vos compatriotes. Il l'a fait, il nous a ouvert des portes, et les banques m'ont reçu. Toutes n'ont pas donné une suite positive, on était des gens qui constituaient un risque majeur, important disons. Mais la Mucolec est allée avec nous pour financer ce que nous ne pouvions pas financer nous-mêmes, c'est-à-dire les moteurs pour nos machines. Eh bien, là, pour que ça soit possible, il a fallu une garantie du forum des jeunes entreprises. Allez. Et malheureusement, là également, le coût du financement, du crédit était tellement élevé, parce que quand on rajoutait tous les fonds, on était à 25%. Les intérêts et tout, pour l'industrie, vous mourrez. Mais on l'a quand même accepté pour faire... ce qui est grave, exclusion, ce n'est pas... C'est que là, même avec les Mucolec, nous avions prévu dans notre programme d'action, de notre business plan et tout, que nous allions vendre des moulins. Il se passe qu'on a commencé à vendre nos moulins qu'on a fabriqués et on a eu une mévente pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu rembourser les échéances mensuelles et tout. Exclusion, pourquoi? La Mucolec ne se déplace même pas pour venir voir qu'est-ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire, pourquoi vous avez des difficultés? Est-ce que vraiment les moteurs sont là? Est-ce que vous avez triché? Ils ne se déplacent pas pour voir s'il y a une difficulté. Non, non, non. Vous savez, les financiers, là, ils disent crac, crac, pénalité, machin. Mais comment on fait? Et vous savez ce qu'on a fait? Ben, on a dû prendre le tiers du montant qui était dans notre compte et emprunter de l'argent parce qu'on a voulu se débarrasser de cette histoire de Mucolec complètement et on a remboursé l'argent. On ne peut pas dire que ça ne nous a pas aidés, si, mais l'exclusion, c'est aussi que ces gens qui sont des banquiers ne se déplacent même pas pour venir voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Ils restent dans leur bureau. Alors, ce que je viens de dire, ce n'est pas que, mesdames et messieurs du gouvernement, monsieur Ossa, ce n'est pas que vous l'ignorez, monsieur des Nations Unies, ce n'est pas que vous ignorez ces difficultés. C'est faux, vous le savez. Le problème n'est pas de savoir ce qu'il faut faire. Le problème, c'est pourquoi vous ne le faites pas. Voilà le problème. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous savez que ce n'est pas toujours aussi facile de prendre la parole devant cette auguste assemblée,
surtout lorsqu'on a été gratifié des messages très édifiants. Bon, je suis M. Oumou Marcelin Désiré. Oui. Lorsque j'ai fini ma formation à l'université Marie-Wabi, donc après avoir obtenu ma licence, j'avais en fait un objectif de pouvoir voyager, aller à l'étranger et continuer mon cursus universitaire pour pouvoir enseigner à l'université, parce que je voulais vraiment être un enseignant à l'université. Et lorsque j'ai entrepris les démarches, ben, ça n'a pas marché. Et donc je suis resté sur place et après j'ai commencé à réfléchir autrement. J'ai vraiment éprouvé le désir de pouvoir travailler parce que je me disais que j'étais à l'école, j'ai le droit de travailler. Et la première chose que j'ai eu à faire, à l'époque, l'État ne recrutait pas. Je suis allé faire une formation comme agent commercial dans une ONG. Lorsque j'ai fini, j'ai commencé exactement à exercer. J'étais dans une microfinance. Et après la microfinance, je suis allé dans une société d'assurance, bien sûr, en tant qu'agent commercial. Et dans ces deux sociétés, bon, lorsque j'étais en train de travailler, je m'étais rendu compte que je n'arrivais pas vraiment à trouver, comme on dit, le minimum vital. Et donc, j'ai commencé à réfléchir aussi autrement. Je me suis dit que j'ai une licence, je ne peux pas, comme qui dirait, rester à la maison et ne rien faire. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer un peu à déranger l'État, notamment les gouvernements. J'ai dit que j'ai des amis avec lesquels nous étions à la fac, qui sont aussi des personnes vivant avec handicap comme moi. Je les ai intéressés et une fois, lorsque nous sommes réunis, nous avons décidé vraiment de créer une association des personnes vivant avec handicap. Et dans notre association, nous avons formulé entre autres objectifs, celui qui consistait vraiment à plaider la cause des personnes vivant avec handicap auprès des gouvernements. Et lorsque nous avons créé cette association, dans laquelle je suis même secrétaire général, on a commencé à mener notre plaidoyer auprès du gouvernement, notamment auprès du ministère des Affaires sociales, parce que c'est ce ministère qui est en charge des personnes vivant avec handicap, et aussi au niveau de la fonction publique, le ministère de la fonction publique, parce que c'est ce ministère-là qui recrutait. Et nous avons commencé donc à mener notre action. Et une fois même, lorsque nous sommes allés au ministère des Affaires sociales, monsieur Florent Niamaké dans la salle, à l'époque il fut DG. C'est même ce monsieur-là qui avait réceptionné quelques dossiers de notre association. Je ne sais pas s'il peut se rappeler. Oui. Et donc je tiens également à saisir cette occasion pour dire merci à monsieur Florent Niama. En le faisant, vous avez vraiment rendu un énorme service à la société congolaise. Et lorsque j'étais en train d'attendre mon intégration, parce que ça ne se fait pas comme on dit du tic au tac, hein, le recrutement. Je me suis dit que bon, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir garantir ma survie? Alors je me suis fait lancer d'une cabine téléphonique. J'avais ouvert une cabine téléphonique. Bon, ma cabine téléphonique n'était pas comme on dit ambulante, moi j'exerçais à la maison là où j'étais. C'était pour moi une façon de pouvoir garantir ma survie en attendant que l'État pense à moi. Et lorsque mon intégration est sortie, j'ai commencé à exercer. J'ai été affecté au ministère des Affaires sociales et plus précisément au centre d'insertion et de réinsertion des enfants vulnérables que Madame la ministre connaît très bien. Et j'ai commencé à exercer là-bas. Alors, une fois, lorsque nous sommes allés toucher nos salaires avec quelques collègues de ma structure, moi étant licencié, j'ai été recruté comme attaché des SAF. Et lorsque j'ai regardé dans le bulletin de mon collègue, l'état administrateur des SAF, j'avais constaté qu'il gagnait plus que moi. Alors cela, permettez le terme, m'a révolté positivement. J'ai dit, bon, moi je suis attaché des SAF, lui il est administrateur des SAF, c'est normal qu'il gagne comme ça. Mais moi aussi, je dois devenir tel ce qu'il est. Et l'année suivante, cette année-là, je me suis préparé. L'année suivante, j'ai fait le concours d'ENAM. Dieu merci, j'ai réussi. Je suis allé faire une formation à l'ENAM. J'ai fini et je suis devenu donc administrateur des SAF. Et je continue à évoluer toujours au centre d'insertion et de réinsertion des enfants vulnérables. Et toujours en continuant à réfléchir sur mon avenir, je me suis dit que
Cette fois-ci, bien sûr, dans notre association, nous prenons en ligne de compte les personnes non vivant avec handicap, mais étant donné que j'évolue dans un centre qui héberge des enfants vulnérables, alors mon combat doit être celui qui consiste à pouvoir bénéficier également à ces enfants toutes les opportunités que l'État leur offre, afin que ces enfants aussi puissent devenir, comme on dit, des quelqu'un dans la société. Et donc c'est ce que je fais là où j'évolue, au centre d'insertion et de réinsertion des enfants vulnérables. Et justement par rapport à la célébration de cette journée, je m'étais dit une fois que c'est vrai, moi je suis une personne, comme on dit, diminuée physiquement. J'ai de l'intelligence, j'ai été à l'école. Je raisonne comme toute personne qui a été à l'école. Je ne peux pas accepter que je puisse être, comme dirait, celui-là qui est vraiment marginalisé par la société. Voilà pourquoi, lorsque j'y réfléchissais, je me disais une fois de plus que je dois être une personne qui ne doit pas seulement se contenter de son handicap, mais travailler également pour pouvoir apporter sa contribution dans ce pays. Voilà pourquoi, lorsque je suis au centre d'insertion et de réinsertion des enfants vulnérables, je m'occupe en fait du service qui assure l'insertion et la réinsertion justement de ces enfants vulnérables. Et c'est notre combat de chaque jour. Nous nous battons pour que ces enfants-là puissent réellement être des enfants utiles dans ce pays. Et en le faisant, je me dis que je vais aussi rendre service à la société. Et donc, grâce à cette association et également à l'action que nous avions plutôt menée ensemble, aujourd'hui, depuis 2005, jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'État ne procède jamais au recrutement sans pouvoir penser aux personnes vivant avec handicap. À chaque recrutement, il y a toujours un quota de PVH. Et ça nous réjouit. Et enfin, nous disons que nous sommes vraiment pris en compte dans cette société. Voyez, aucun recrutement ne se fait sans qu'il y ait un quota des personnes vivant avec handicap. Et lorsque j'y réfléchis une fois de plus, je me suis dit c'est parce que nous avons vraiment mené une action envers l'État concernant ces personnes vivant avec handicap. Et ces quotas-là, rassurez-vous, font toujours du bien à cette catégorie de personnes, parce que cette catégorie de personnes se sont non pas seulement exclues, mais plutôt incluses dans cette société congolaise. Et donc, personnellement, en ce qui me concerne, je me dis que j'ai trouvé ma place dans cette société. Donc, j'ai fait de telle sorte qu'à travers mes efforts personnels, que je ne puisse pas être victime de cette exclusion aujourd'hui. Cela me procure énormément de plaisir, parce que grâce à ce que je gagne, je peux dire que j'arrive quand même à avoir le minimum vital dont j'ai besoin. Et en le disant ou en faisant cela, je me sens également inclus, comme on dit, dans le projet de société cher à notre président, M. Denis Sassou Nguesso, qui n'est autre que la marche vers le développement. Et je vous remercie. Madame la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Administration régionale, Madame la ministre des Affaires sociales, Monsieur le coordinateur des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les invités, nous avons assisté des témoignages et à présent, nous allons choisir un échantillon de 3 personnes qui vont intervenir pour nous. Monsieur le modérateur, Bernard Nabar. On va faire de sorte qu'il y ait un par ici, un au là et un autre de l'autre côté. Bon, je crois que ça sont les gardiens du temple, ils n'ont pas besoin de parler. Plus dans les interventions des autres, il y a le père Christian qui sait d'être positif, qui donne des conseils. Quand je l'écoute, j'ai l'impression d'entendre Madame ministre du Plan. J'ai l'impression d'entendre le DG du Plan, M. Mbama. Donc ça va dans ce sens-là
que l'instant actuel demande. Et M. Tsenge a dit la même chose. M. Tsenge, je crois qu'on a été sur un plateau ensemble. Je n'ai pas bonne mémoire, mais on était sur une télévision. Et on a parlé de ces choses-là. C'est justement au dire, à entendre Madame la ministre du Plan, à entendre le DG du Plan, ce sont les hommes dont le Congo a besoin. Je voudrais dire solennellement ici, à M. Tsenge, que dans toute prise de décision, l'instant compte. Ce n'est pas parce que hier, il y a eu les soubresauts qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être huilé. Un philosophe a dit, quand on cherche longtemps sans trouver, on trouvera un jour sans chercher. Donc, je crois que, par la grâce du ministre du Plan, par la grâce du DG du Plan, je suis l'un des rédacteurs du PND. Et après, si je vais là-bas, les autres sont en train d'écrire là-bas. Et je vais leur apporter ces choses-là. Les Congolais comme Tsenge, ce sont les gens dont nous avons besoin. Les Congolais comme M. Jack, l'opticien là, artisanal, ce sont les gens dont nous avons besoin. Je vous ai dit que quand le gouvernement nous sort une matrice, un modèle de développement basé sur les secteurs de diversification, donc vous pouvez retenir l'agriculture et le tourisme et les services. Et en colonne, ce qu'on appelle les ministères d'appui. Dans les ministères d'appui, il y a ceux qui créent la richesse, les PME. Ce sont les hommes ressources, ce sont les hommes qui vont devenir les capitaines d'industrie. Demain, c'est les Tsenge. Le combat est rude et je crois qu'il faut avoir les reins solides parce qu'il connaît le Congo. Vous voyez, il trouvera toujours, comme je vous ai dit, des gens qui vont l'aider. Je crois qu'une personne comme Madame la ministre du Plan, comme M. Mbama, ont écouté et ils sont prêts à vous accompagner. Malheureusement, il n'y a pas le ministère de l'Artisanat ici, mais vous êtes considérés comme les hommes du moment par rapport à ce nouveau paradigme donné par le gouvernement. Je vous ai dit que c'est l'un des meilleurs cadeaux que le gouvernement du Congo ait donné au Congo. C'est à nous de nous en tenir et de nous battre. Je crois qu'on aura besoin de ce genre de compétences. Donc, vous avez vu l'exemple de l'autre, vivant avec handicap, qui ne s'est pas découragé, qui dit solennellement qu'il s'est mis au cœur du Congo, il se sent congolais. Donc, c'est ça, là, je crois que les trois, M. Mwanga, merci beaucoup, ce sont des témoignages qui sont positifs, dont nous avons besoin au niveau du PND maintenant. C'est à nous tous de nous battre pour que ces PND-là soient appliqués. Là aussi, c'est un combat. Voilà, M. Nzaba, on attend que vous abordez toujours dans cet aspect positif pour que le Congo gagne. Je suis M. Bernard Nzaba, président de l'association Enfance Quartier de Développement Entraide, ancien président d'administration du conseil, président du REIPER, Réseau intervenant du phénomène des enfants de la rue. Honorables, mesdames les ministres, ça fait aujourd'hui près de 18 ans que nous luttons contre la vulnérabilité de l'enfant au Congo, en tant qu'ONG. Et aujourd'hui, effectivement, ceux qui sont dans la salle ont aujourd'hui plus de 30 ans. Mais nous oublions l'enfant aujourd'hui qui est marginalisé. Parce que l'enfant aujourd'hui nous fait poser beaucoup de questions. Est-ce que nous y réfléchissons? Mon ONG aujourd'hui a pu faire parrainer plus de 100 enfants au Congo. Supporter la scolarisation des enfants. Les partis politiques sont subventionnés. Est-ce qu'on a déjà pensé aux associations de la société civile qui luttent pour l'éducation des enfants, la réinsertion des enfants? C'est ça ma préoccupation. J'ai été éducateur de prison à la maison d'arrêt pendant 8 ans pour s'occuper des prisonniers, des enfants qui sont incarcérés au niveau de la maison d'arrêt. Mais ça n'interpelle personne. Je crois qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les enfants qui sont dans la rue? Je suis de l'autre côté, je suis à Madibou. Vous verrez la précarité que vivent les enfants. Aujourd'hui, il y en a ceux qui ne peuvent pas aller à l'école parce que papa n'existe plus.
Parce que même aller à l'école, même si c'est gratuit aujourd'hui, un papa ne peut pas avoir un cahier pour ses enfants. Je crois que ça devait interpeller le gouvernement. Qu'aujourd'hui, la situation pour l'enfant au Congo est difficile. Je crois que si le président aujourd'hui du conseil d'administration de Repère était là, je crois qu'il pourrait vous dire quelle est la situation que vit l'enfant au Congo. J'ai été à Londres-la-Caille. Excusez-moi, je suis un ancien policier, capitaine de police. J'ai été affecté à Londres-la-Caille. Sorti du Cameroun, l'école supérieure du Cameroun, en tant que policier. On m'affecte à Londres-la-Caille. Un des chefs m'appelle, est-ce que tu partiras? Aujourd'hui, le général, j'ai dit, mon général, je vais partir. On dit, je te montre moi. Je dis, mon général, je peux partir. Je suis allé à Londres-la-Caille. C'est la précarité totale. Vous vous imaginez qu'à Londres-la-Caille, qu'un enfant de 5 ans, 6 ans se promène nu? Vous vous imaginez qu'au niveau du collège, à Londres-la-Caille, qu'il n'y ait que 2 titulaires, le directeur du CG et le maître d'épaisse? Je suis resté 2 ans à Londres-la-Caille. 2 ans. Et quand j'allais à Dolisie, parfois j'achetais un ballon pour donner un ballon de Massoula pour donner aux enfants. Et ces enfants vivent dans cette précarité. Il y a des écoles où vous ne trouvez qu'un seul enseignant, mais qui n'est même pas titulaire. Et combien de fois dans d'autres coins du pays. Je crois qu'il faut s'intéresser aux ONG, aux associations de la société civile qui travaillent, qui aident l'État depuis beaucoup d'années. Mais il n'y a aucun regard. Il n'y a aucun regard. Je crois que c'est une interpellation. La société, la situation est difficile. Mais on se plaint aujourd'hui des bébés noirs. Est-ce que ça interpelle quelqu'un? Mais pendant ce temps, les ONG travaillent pour s'occuper de ces enfants, pour les réinsérer. C'est le travail que fait le Forum. C'est le travail que fait le Repère, le réseau intervenant de fermer des enfants à la rupture. C'est ça, honorable. C'est ce que je tenais à dire. C'est cette interpellation. Et même au système des Nations Unies, se rendre compte qu'au Congo, les ONG travaillent depuis beaucoup d'années sur le fait des enquêtes. Mais malheureusement, ne gagnent que les projets, ceux qui ont des projets dans leur mallette. Dans leur mallette, parce qu'ils savent faire les projets. Mais ceux qui sont sur le terrain ne sont jamais subventionnés. J'ai terminé, j'ai dit. Merci, je voudrais prendre la parole parce que, en écoutant ce que les premiers intervenants ont dit, j'ai pensé que lorsqu'on est ici, le but c'était de trouver quels sont les chemins pour qu'on sorte de la difficulté que nous sommes. Et j'apporte donc ma contribution pour donner une réflexion que j'ai. Je produis l'huile essentielle de citronnelle. Et j'ai bien remarqué, en faisant l'étude, qu'un hectare, ça fait 40 000 éclats de citronnelle. Et que 200 kilos de feuilles de citronnelle peuvent produire 1 litre d'huile essentielle. Alors, je pense que nous parlons ici des personnes vulnérables qui sont en difficulté. Et moi, j'expose mon idée et mon projet à tout le monde. Le plus important pour moi, c'est essayer de permettre aux gens peut-être de l'exploiter et permettre à ce que la pauvreté soit plus ou moins éradiquée. Je m'explique. Si nous prenons que certains jeunes ont été cooptés pour se retourner contre nous, c'est surtout parce qu'ils étaient désœuvrés. C'est surtout parce qu'ils n'avaient rien à faire et qu'avec 5 000 francs, on pouvait les coopter et leur faire porter les armes. Si seulement quelques personnes nantis peuvent prendre ce projet, moi, je peux facilement permettre l'extraction, mais permettre aux gens, si une citronnelle peut grandir en 3 mois, et qu'on l'utilisait, et que quelques personnes faisaient des plantations dans les secteurs où nous tous nous connaissons, où il y a plus de précarité, ou encore où on a coopté les jeunes, permettez-moi le terme. Si seulement nous avons des plantations comme ça et que ces jeunes peuvent remarquer que si je coupe de la citronnelle 200 kg, comme dans l'ancien temps on coupait la canne à sucre à Cali,
et que je l'ai transporté quelque part sans plus regarder à attendre l'huile essentielle, que moi je dépose juste 200 kilos, et on m'a remis mes 20 000 francs, je suis reparti. S'il l'a fait 5 fois, ce jeune ne sera pas compté. Et si seulement il peut obtenir 100 000 francs le mois, je pense qu'il se sentirait possédant quelque chose et on aurait éradiqué un peu la pauvreté. Je parle ici dans le sens de trouver une issue pour certains jeunes qu'on prend pour les armées parce que simplement ils étaient totalement démunis. J'ai donné donc une explication. L'huile essentielle de citronnelle que je vends personnellement, que j'ai fait planter dans beaucoup de villages, où je peux vous dire, sauf que pour le moment, ce n'est pas facile d'expliquer à un paysan, donne 200 kilos, tu peux t'en aller et on te paye 20 000 francs. Ils veulent à tout prix assister jusqu'à la fin, donc ça fait toute une journée qu'ils perdent. Et c'est la partie que je voudrais, si seulement quelqu'un prend un projet comme ça, pour permettre d'expliquer que c'est plus facile de laisser 200 kilos et qu'on vous a payé, et que celui qui a son alambic fasse l'extraction et récupère l'huile essentielle de citronnelle. J'ai dit. Père Christian, vous avez suivi ces jeunes Congolais pleins de nectar, pleins d'envie. Il s'agit de les encadrer, il s'agit de leur donner leur optimisme. Je crois, M. Nkunku, il faut vous rapprocher aussi du ministère de l'Agriculture. Vous pouvez voir M. Bouiti, le conseiller Bouiti Jacques. Vous le voyez de ma part, et on verra ce que ça peut donner. Hein, le conseiller Jacques Bouiti, il est au ministère de l'Agriculture. Si vous ne recevez pas, vous m'appelez. Je vais vous donner mes coordonnées tout à l'heure. Madame